Bon les amis, l'heure est grave. On arrive à la fin du premier trimestre 2026, n'est-ce pas? Le temps passe là, c'est comme... Et on ne sait toujours pas comment se lancer dans un projet d'architecture. Quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt? Il y a effectivement beaucoup de projets qui commencent où quelqu'un se dit, bon, j'ai le budget, non, j'ai le cahier des charges, non, j'ai l'étude de sol. Mais à quel moment on sait qu'on est prêt avant de commencer un projet? À quel moment on décide que, ok, c'est bon, c'est parti, on peut se lancer? Je vais te donner dans cette vidéo 5 signaux qui font que si ils sont cochés en vert, c'est le go pour lancer ton projet. Si tu en restes jusqu'à la fin, il y aura un petit bonus où je vais t'expliquer dans l'un de ces signaux justement quelle méthode moi-même j'utilise et tous les architectes pour essayer d'estimer le budget global et sommaire d'un projet. Donc c'est hyper important parce que plusieurs fois, toi tu as des idées, etc. Mais il te manque peut-être la petite astuce qui te permet de te dire, ouais, attends, si je vais dans cette direction, ce sera peut-être un peu cher. Donc reste bien jusqu'à la fin, connecte-toi, like, partage, etc. On lance le sujet, on lance la vidéo. Alors le premier signal que vous devez identifier, c'est est-ce que votre projet est clair dans votre tête? Quand vous faites ce travail de projection, vous fermez les yeux et vous dites, ok, qu'est-ce que je veux pour mon projet? Il faut que vous puissiez être capable de vous dire, ok, voilà comment je me projette en termes de surface, de volume, voilà comment je veux vivre, voilà comment je veux vivre en termes d'usage, etc. Voilà comment je veux vivre dans 20 ans, dans 10 ans, comment mes enfants, comment je me projette dans ce projet-là. Effectivement, quand je reçois des clients, je leur fais faire cet exercice qui n'est certes pas facile, mais je leur dis souvent, ok, il faut que vous puissiez être capable d'écrire votre projet, de le formaliser pour que lui ensuite fasse office de cahier des charges qui me permettra de m'en servir comme support pour pouvoir vous dessiner quelque chose et d'affiner quelque chose qui va dans la direction que vous avez donnée. Si effectivement là, on sent un espèce de flou artistique et surtout détrompez-vous, les images 3D que vous allez voir sur Internet ne seront que, je dirais, ne seront que des intentions, des esquisses d'intention, mais ne constitueront pas quelque chose qui donneront la direction claire de ce que vous voulez. Parce que même si vous trouvez une image qui est belle, qui correspond à peu près au style architectural que vous voulez, ça n'en dira pas plus sur la façon dont vous voyez vivre dans ce bâtiment-là, etc. Donc pour vous, si vous êtes capable de fermer les yeux et d'écrire votre projet en termes de surface globalement, en termes d'usage, en termes de projection, qu'est-ce que vous voulez y faire, qu'est-ce que vous voulez y faire dans plusieurs années, quel type de matériaux vous voyez, quelle ambiance, pourquoi, style contemporain, quelle est votre définition du contemporain. Quand vous savez faire tout ça, votre projet est clair, vous pouvez être sûr que là, cette étape-là est validée et on peut passer donc au signal suivant. Deuxième point, il est au niveau des contraintes. Est-ce que vous connaissez les contraintes de votre terrain, de votre projet? Il y a des contraintes qui sont d'ordre réglementaire, il y a des contraintes qui sont d'ordre technique. Vous allez peut-être arriver sur un terrain où vous avez une pente très forte et vous vous dites, bon, comment du coup je vais faire pour implanter ma maison dans ce travail-là? Il y a peut-être des contraintes de sol parce que vous allez être peut-être dans un endroit que vous présumez très marécageux. Tous ces préalables aussi doivent être validés par l'intermédiaire d'études complémentaires ou d'appréciation ou tout simplement d'en parler avec l'architecte qui lui va vous diriger vers les bons services, vers les bons professionnels ou vers les bons réflexes pour pouvoir anticiper ces contraintes-là. Quand vous allez arriver justement et que vous allez dire j'ai 600 mètres carrés et je veux donc que mon plateau, que mon rez-de-chaussée fasse 600 mètres carrés. Et bien, ça par exemple c'est une contrainte réglementaire, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a des reculs dont il faut tenir compte et tout de suite vous savez que votre plateau de base ne fera pas 600 mètres carrés parce que peut-être qu'au niveau du sol vous ne pourrez occuper que 60% de la parcelle. Ce sont ce genre de choses qu'il faut pouvoir appréhender et c'est ça aussi que justement on prévoit dans le diagnostic dont je vous parlais, etc. Donc quand vous savez du mal par rapport à ces deux premiers signaux, vous prenez votre téléphone, vous m'appelez et là on en discute pendant 1 heure et on fait ce cadrage là, je dirais ce cadrage diagnostique de votre projet avant de pouvoir partir dans la conception. Troisième signal à checker et non des moindres, c'est le budget. La question que vous devez vous poser, à laquelle vous devez donc trouver une réponse, c'est comment je vais dépenser mon argent? Dans quoi je vais dépenser mon argent? Combien d'argent je peux dépenser? Et effectivement, il faut que cet argent puisse prévoir les études, il faut qu'il puisse prévoir la construction du bâtiment, il faut qu'il puisse prévoir les imprévus. Même si en amont du projet c'est compliqué à faire, avec la petite technique que je vais vous donner, vous pourrez déjà au moins faire ce petit travail vous-même et de savoir combien de pourcentage je vais allouer telle somme, etc. pour pouvoir vous lancer. C'est effectivement très important d'avoir même une sensation et une approche du budget pour ensuite savoir quelle stratégie mettre en place pour pouvoir ventiler ces coûts-là dans le temps. Ça vous permet d'avoir une vision claire sur vos priorités, de savoir par quel axe commencer et ensuite effectivement dans le déroulement du chantier, vous pourrez savoir ok là je prends cette direction ou je fais tel ajustement, etc. Quand vous ne savez pas, petite astuce, concentrez-vous sur vos priorités, savoir ce avec quoi vous êtes prêt à dealer et ce sur quoi vous ne voulez pas revenir. C'est très important de pouvoir réfléchir comme ça parce que ça vous permet de garder le cap. Je vous assure que quand ça commence, les informations arrivent seulement comme ça, vous êtes seulement noyé d'informations. Donc pensez seulement au cap, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Donc maintenant le quatrième signal.
Le quatrième signal, j'ai fait une vidéo entière sur ça que je vous invite à aller voir dans la description, où vous pouvez faire un tour dans ma chaîne. Maintenant, il y a une bibliothèque entière de connaissances, de valeurs. J'ai souvent donné ça comme ça, cadeau. Tout ça, c'est pour vous. Le RACI, effectivement, le RACI qui veut en fait vouloir dire la répartition des rôles dans un projet. Dans un projet, vous n'avez pas juste deux intervenants, vous n'avez pas juste vous le client et nous les architectes. Non, il peut y avoir des bureaux d'études, il peut y avoir des assistants à la maîtrise d'ouvrage qui sont là pour vous assister. Parfois l'architecte, comme moi je fais souvent, quand je mets ma casquette d'assistant à la maîtrise d'ouvrage, ça veut dire que je passe de l'autre côté. Je ne suis pas celui qui dessine, je suis celui qui suit le travail d'un architecte par exemple pour votre compte et qui va vous dire bon ok là le plan n'est pas très bon, peut-être qu'il n'a pas tenu compte des budgets, etc. Donc quand les rôles sont clairement définis, ça nous évite d'avoir justement à vivre des situations où on va se retrouver ou dire bon non j'ai un cousin dans le BTP là il connaît, quelle sera la teneur de la décision que le cousin qui est dans le BTP connaît? Est-ce que quand il va regarder le plan de l'architecte il va juste vous conseiller, il va dire bon c'est bien, c'est pas bien, est-ce qu'il va parler parce qu'il sera un peu plus technicien avec l'architecte et est-ce que sa décision fera office de loi ou c'est votre décision sur tel point qui fait office de loi? Et effectivement, savoir que plus il y a de parties, plus il y a des risques de confusion si ces rôles ne sont pas clairement définis. Il faut savoir quelle est la décision finale, quelle est la signature finale qui valide une décision. Et effectivement, ça doit être la vôtre. Sauf si vous avez un représentant qui est l'assistant donc à la maîtrise d'ouvrage, qui lui vous représente, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tout de suite, prenez vraiment soin de réfléchir à comment les rôles vont être dispatchés et sans une très bonne communication entre les intervenants, le projet peut en pâtir et ça va freiner tout le monde, ça va saouler tout le monde, disons-nous clairement. Et le dernier signal, j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est tout simplement est-ce que le projet a été cadré? Ça revient un peu sur les points 1 et 2 que j'ai évoqués juste un peu plus tôt, mais ce que ça veut surtout dire, c'est que effectivement, il faut avoir une vision large et globale de votre projet. Il faut pouvoir comprendre quelles sont les étapes qui vont se succéder pour arriver justement du début, là quand vous m'appelez, n'est-ce pas, vous m'appelez pour dire bon moi Jérémy, voilà je suis un peu perdu sur mon projet, etc. jusqu'à la fin de votre projet. Je vous le dis tout de suite, ça va pas être facile, vous allez être frustré, moi-même je vais être frustré, les architectes vont être frustrés, etc. C'est normal, c'est la vie d'un projet. Entre le premier coup de crayon et le dernier coup de pioche, il y a effectivement beaucoup d'allers-retours qui peuvent être plus ou moins parfois frustrants si on ne fait pas ce travail de cadrage et si vous ne savez pas tout simplement où vous allez. Il faut savoir que quand vous, par exemple, vous êtes en face des honoraires de l'architecte, les honoraires sont ventilés au fur et à mesure du projet, au fur et à mesure des prestations et que voilà, quand on vous rend un dessin, on est à tel niveau d'étape, ok, règlement, ok, c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce que je vais avoir comme niveau de livrable, qu'est-ce que ça va impliquer, qu'est-ce que moi j'aurai à faire de mon côté parce que vous aurez aussi des petits devoirs à faire de votre côté, hein. Vous ne croyez pas que le travail c'est seulement pour nous. Il faudra aussi aller chercher votre titre foncier, le certificat de propriété, le certificat d'urbanisme, etc. Donc il y a aussi des choses à faire de votre côté. Et ça, sans une roadmap, un peu une carte, un plan d'action, c'est difficile de voir. Donc il faut vous assurer que vous avez au moins ce plan d'action et que l'architecte qui est en face de vous puisse au moins vous le fournir de façon claire pour que vous ayez une vision claire de dire ok, maintenant que j'ai raccroché là, maintenant qu'on a fait cette étape, on a discuté, je sais où est-ce que je veux aller pour aller donc à la prochaine étape. Donc voilà, donc avant d'être lancé, un projet mérite de la préparation. Il ne suffit pas juste d'avoir effectivement un terrain et de se dire bon j'ai un projet, on trouve une image sur internet et on dit ok j'ai un projet, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien et je ne vous juge pas. C'est normal. Quand on n'est pas du métier, c'est juste du bon sens. Mais effectivement, c'est pour ça aussi que la chaîne est là. C'est pour pouvoir donner les bons réflexes et de réfléchir sur tous ces aspects-là pour éviter d'avoir la surprise que quand on vous dit ouais, ça coûte combien? Ah, ça va coûter ça. Mais moi, je ne pensais pas que oui, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, je vous donne juste une petite astuce pour quand vous vous dites bon, ok, je veux un immeuble de 3 étages. Dites-vous, posez-vous la question, combien peut coûter un immeuble de 3 étages? Un immeuble de 3 étages avec 3 appartements par exemple, et vous avez une parcelle de 600 mètres carrés. Si vous avez un cas pratique comme ça, dites-vous, ok, un appartement, par exemple vous habitez en France, un appartement de 2 chambres ou de 3 chambres, c'est combien de mètres carrés? C'est 90 mètres carrés par exemple, un appartement de 3 chambres. Il faut savoir que par exemple en Occident, une chambre c'est 9 mètres carrés. Une cuisine, c'est aussi minimum 9 mètres carrés. Un salon, par exemple, c'est 15 mètres carrés. Donc, quand vous additionnez
toutes ces pièces-là, vous savez que si vous faites 9 mètres carrés pour la chambre, plus 3 mètres carrés pour la salle de bain, plus 9 mètres carrés, donc 9 fois 3, ça fait 27 mètres carrés. Vous ajoutez les 15 mètres carrés de la salle à manger. 27 plus 15, ça fait 42. Il faut peut-être un bureau. Voilà, donc vous mettez le bureau, vous rajoutez 10 mètres carrés. Vous rajoutez la cuisine, ça fait 9 mètres carrés, etc. Et donc, quand vous additionnez toutes ces pièces-là et vous multipliez par un coût présumé au mètre carré, ce coût-là, effectivement, ce sont les entreprises qui le fixent en fonction du niveau de standing recherché. Donc moi je dirais il faut au moins le multiplier minimum par 250 000 du mètre carré parce que localement c'est ce qui se fait ici. Mais vous pouvez le descendre plus bas. Si vous le descendez plus bas, vous savez que bon, en termes de garantie et de finition, ce sera peut-être plus compliqué parce que peut-être que vous allez le faire par des manœuvres, etc. Et en termes de garantie et de satisfaction, là c'est toujours difficile de pouvoir donner des garanties justement. Mais si vous voulez aussi aller plus haut, 350 000 du mètre carré, 450 000 du mètre carré, vous faites simplement cette opération, c'est-à-dire l'addition des surfaces fois X 1000 du mètre carré et là vous avez globalement en volume ce que peut représenter votre bien. Donc si vous savez que vous avez un bien peut-être de 100 mètres carrés en tout, une petite maison de 100 mètres carrés, vous multipliez par 250 000, ça fait 25 millions. Et voilà, et là vous savez que ok, je vais faire une maison de 100 mètres carrés avec 3 petites chambres, etc. Bon, ben je sais que j'ai 25 millions de budget à trouver juste pour la construction de la maison. Il faut savoir qu'après, tout ce qui est de l'ordre des honoraires, tout ce qui est de l'ordre des études administratives, tous les frais annexes peuvent représenter à eux seuls 30% de ce budget global-là des travaux. Donc là, moi, j'étais sur une petite maison, mais vous faites la même chose. Et là, quand on revient chez nous, ici, en Afrique, où les volumes sont peut-être un peu plus généreux, etc., une chambre, c'est 12 mètres carrés. Un grand bureau, c'est confortable, c'est 12 mètres carrés. Quand vous avez la chambre aussi, vous rajoutez le dressing. Le dressing, à lui seul, peut faire 7 mètres carrés. Une cuisine, c'est une bonne cuisine, c'est 12 à 15 mètres carrés. Un salon, on est tout de suite dans 30 mètres carrés, 35 mètres carrés. Donc, voilà comment vous pouvez donc additionner les surfaces. Vous avez un volume global, vous faites la multiplication. Et j'ai même pas parlé des honoraires, je parle juste de construire la maison. C'est construire. C'est pas moi qui fais les règles, hein, c'est le marché comme ça. Ouais, pardon, faut pas me gronder. C'était seulement un bonus. Hein, donc moi, je vous dis seulement ce que je connais. Donc, c'est comme ça que vous pouvez savoir tout de suite que, ok, si je veux faire un immeuble de X étages avec telle taille d'appartement, etc., voilà ce que ça peut représenter. Ok, j'ai le budget. Non, c'est peut-être un peu plus compliqué. Peut-être que je vais baisser un étage ou peut-être que je vais baisser le niveau de finition et le niveau de standing ou peut-être que ça rentre dans mes projets ou peut-être que je vais encore de la marge et je peux monter. Voilà comment vous pouvez faire vos arbitrages. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du matériau qui pour moi est le plus sous-estimé ici au Cameroun, dont on ne parle pas assez. Mais en tout cas, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Faites-moi un petit pouce, un petit like. La chaîne continue à évoluer. Moi, je ne vais pas m'arrêter. Je commence à avoir des appels et effectivement, je vois qu'il y a un vrai besoin. Je suis en train de fabriquer cet outil-là qui va vous permettre d'être encore plus cadré et c'est effectivement hyper important. Moi, j'avais commencé la chaîne comme ça parce que j'avais des choses à dire. Je voulais seulement me plaindre. Maintenant que je suis là, que j'ai cet espace-là, je comprends qu'il y a vraiment un besoin et que je dois pouvoir vous fournir ces réponses-là. Et quand je dis je, c'est nous les architectes. On doit pouvoir mieux vous accompagner pour faire de meilleurs projets en 2026. Parce que là, il reste encore 3 trimestres en 2026. On doit faire mieux que ça. Donc voilà. Donc merci. C'était Jérémy Barlin sur Archibarlou. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Ici, on parle d'architecture en toute décontraction, mais sérieusement. Ciao.